Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Notre dossier du jour est consacré à la dépendance. Quelle prise en charge pour les plus âgés d'entre nous qui perdent petit à petit leur autonomie? C'est un enjeu de santé publique. On en parle dans quelques minutes avec mes invités. Mais d'abord, on part retrouver Evan. Salut Evan, tu nous parles de sport ce matin et plus précisément de handball. Salut Anne Fanté, bonjour à vous à la maison. Et oui, de sport, je suis comme un poisson dans l'eau, ou presque. Nous sommes avec le club de handball de Cesson-Sévigné, ici à côté de Rennes. Et vous allez être aux premières loges pour assister à leur entraînement, à leur quotidien. Et on commence cette émission avec toi, Sébastien. Salut. Bonjour. Tu es entraîneur de cette équipe professionnelle. Alors, si mes recherches sont bonnes, vous avez été demi-finaliste de la Coupe de la Ligue en 2016. Et puis là, vous jouez en Division 1. C'est bon, je ne me suis pas trop trompé? Oui, c'est ça. On peut même préciser la Division 1, c'est la Lidl Star League. La Lidl Star League, alors c'est quoi? C'est le top du top de la... Oui, c'est le plus haut niveau français, tout à fait. Oui, 16 équipes composent cette division et on en fait partie. Félicitations. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes de handball professionnelles en France? Professionnellement, il y a ce qu'on appelle la Ligue nationale de handball qui regroupe 30 clubs, donc 16 en Lidl Star League, la première division, et 14 en Pro League, la deuxième division. Voilà, la Pro League d'où nous venons, parce qu'on a eu la malchance de descendre, et on a réussi à accéder de nouveau l'année dernière. Et alors, en Bretagne, vous êtes la seule équipe masculine? Oui, tout à fait. La seule équipe masculine qui est au très haut niveau, la Lidl Star League. Il y a aussi une super équipe de Et il y a Brest en filles. Voilà. Alors, c'est quoi la semaine type ici au club à Cesson-Sévigné? J'ai envie de vous dire, on est dans, en plus, vu le contexte sanitaire actuel, le maître mot, c'est l'adaptation. Et en fait, chaque semaine est différente. C'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier. Elle est différente par rapport au match. Est-ce qu'il est à domicile? Est-ce qu'il est à l'extérieur? Est-ce que la particularité du championnat cette saison, c'est que les matchs peuvent avoir lieu du jeudi au dimanche? D'accord. Donc voilà, on a vraiment une planification qui est basée essentiellement sur les matchs parce que tout est programmé en fonction de cela. Et des périodes, là on est en période de préparation. On n'a pas de match jusqu'au début février. Donc pour le coup, on en profite pour travailler à la fois physiquement, à la fois revoir un petit peu le projet de jeu. Voilà, des choses qu'on n'a pas forcément le temps en période de compétition. Et ils s'entraînent tous les jours comme ça, les joueurs? Oui, bah là en plus qui plus est, on est au début de la préparation. Donc on a fait pour tout vous dire, on a fait 11 séances la semaine dernière, on en fera 10 cette semaine avec 2 matchs amicaux. Donc voilà, on est dans un volume d'entraînement assez conséquent. Moi quand j'étais au lycée en cours de sport, je me prenais toujours la balle dans la tête, je ne sais pas pourquoi, ça devait être des lunettes. Faites attention, ça t'arrive jamais? Non, après avec un peu d'expérience et l'entraîneur sait où se placer. Justement, c'est quoi le rôle vraiment de l'entraîneur? Est-ce que c'est un peu comme être leur grand frère? Non, c'est des joueurs professionnels. Vous savez, on n'est plus dans un monde amateur. Voilà, ils ont une conscience qui est assez développée dans leur métier. C'est tous leur métier aujourd'hui. Donc, on fait notre travail. Non, je pense qu'aujourd'hui, un entraîneur est un entraîneur, donc le dépositaire du projet de jeu, de la manière dont on doit jouer, de individuellement tirer la quintessence de chaque joueur au niveau handball. Mais c'est surtout un manager. Ouais. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans un Il y a quand même des joueurs qui sont hyper jeunes. Je trouve qu'il y a une grande différence d'âge entre chacun. Oui, nous ça va de 33 à 20 ans. Voilà, et encore tout le monde n'est pas là parce que justement les internationaux jeunes, à la fois on a un Français et un Italien, sont revenus ce week-end, donc ils ont 4-5 jours de récupération avant de nous retrouver. Bon, on va continuer à suivre l'entraînement. Tu peux retourner auprès des joueurs. Merci Sébastien. Merci à vous. Et puis vous allez voir que comme beaucoup de clubs de sport professionnels, le club de handball ici à Cesson-Sévigné souffre des matchs qui ne sont plus accessibles au public. Ils ont donc lancé une campagne de financement participatif. Donc tout un chacun peut venir aider le club à subvenir à ses frais, à ses besoins et repartir avec de beaux cadeaux qu'on vous présentera tout à l'heure. J'avais prévu une balle de handball, mais elle est trop loin. Donc Anne Fanté, imagine que je tiens une balle virtuelle et je te la lance. Attrape-la. Je l'attrape. Merci beaucoup, Evan. Nous vieillissons tous, nous vivons plus longtemps et très souvent, les années faisant, se pose la problématique de la perte d'autonomie. Comment l'anticiper? Accompagner les plus âgés d'entre nous qui en ont besoin. Voici quelques éléments de réponse et on en discute après avec mes invités. Ton père n'est plus capable de se débrouiller seul chez lui. Je sais, mais comment on va faire pour prendre ça en charge? 59% des Français se sentent concernés à titre personnel par la prise en charge du grand âge et de la dépendance. 1,4 million de seniors sont aujourd'hui en perte d'autonomie. Ils seront le double d'ici 2060. L'évaluation du niveau de perte d'autonomie par une équipe médico-sociale détermine si la personne âgée a droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA.
pour recevoir cette aide, elle doit être âgée d'au moins 60 ans et se classer dans les niveaux 1 à 4 de la grille Agir. Malgré tout, la dépendance a un coût très élevé. Un mois en EHPAD, pour une personne en perte d'autonomie la plus sévère, est facturé 2 450 € en moyenne. Pour ces résidents, le reste à charge mensuel moyen s'élève à 2 000 € après déduction de l'APA et de l'ASH, l'aide sociale à l'hébergement. Et rester à domicile représente aussi un coût, même si là encore, l'APA ainsi que d'autres aides, départementales par exemple, peuvent également aider à la prise en charge de services tels que garde, repas, toilettes ou installation de matériel médicalisé. Qui dit dépendance dit hélas souvent pour la famille, dépendance financière. Et avec nous pour en parler, Nathalie Piermet-Colombel, vous êtes présidente de la Fédération de l'ADMR 35, réseau associatif de services à la personne. Maître Marie Blandin, avocate spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine. Laurence Régnier, vous faites partie de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées. Vous dirigez l'EHPAD Beau Soleil à Cesson-Sévigné. Et Morgane Bardou-Boutillier, on parlera de votre association Children's Souls 35 qui lutte contre le harcèlement scolaire en ligne. Bonjour à toutes et à tous, je ne suis pas très bonne en anglais, vous l'aurez compris. Parler de la dépendance des plus âgés d'entre nous reste toujours délicat. La crise sanitaire que nous traversons nous oblige davantage à s'en saisir, Laurence Régnier. Oui, c'est vrai que cette crise a permis de mettre un petit peu plus sur le devant de la scène les EHPAD et ce qui s'y vit. Pas toujours de façon très positive, mais en tout cas, c'était aussi une façon pendant cette période, de pouvoir témoigner justement de l'implication des personnels et également de tout ce qui peut se vivre en EHPAD. C'est vrai que la démarche n'est pas simple de faire cette démarche d'entrée en établissement. Parfois, elle se fait quand même de façon volontaire pour des raisons de sécurité, pour se sentir mieux accompagné et mieux pris en charge. Mais bien souvent, c'est vrai, c'est une démarche délicate à la fois pour la personne elle-même et pour ses proches. On va y revenir tout à l'heure. Je me souviens plus. Madame Piermet-Colombel, excusez-moi. La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à se saisir de cette question de la dépendance ? Tout à fait. Et aujourd'hui, au regard de nos associations, nous nous rendons compte que c'est devenu extrêmement compliqué d'avancer. Un service d'aide à domicile, aujourd'hui, finalement, dans la chaîne du soin, c'est un partenaire incontournable. Souvent, en fait, parce que nous accompagnons les personnes à leur domicile, on peut éviter des allers-retours à l'hôpital pour quelquefois des choses bêtes. On tombe chez soi, on se fracture, on se fait une fracture, je vais dire, et la dépendance s'installe. Et nos situations d'accompagnement à domicile peuvent permettre justement d'éviter d'anticiper et d'accompagner d'accidents, voilà. Et nos aides à domicile, effectivement, nous font remonter aussi au quotidien les besoins et les attentes. Les besoins et aussi, plus précisément, une situation qui est en train de se dégrader. Alors on a reçu beaucoup de questions, beaucoup de témoignages de personnes qui aident un proche en perte d'autonomie. Ce fut le cas par exemple d'Isabelle qui s'est occupée de sa mère. Je vous propose de l'écouter. Aidante de ma maman, fin de vie, multipathologie, durant 2 ans et demi. Nous avons bénéficié du Girin, le niveau de dépendance maximum. Malgré ça, le matin, pour pouvoir aller travailler, je la laissais seule 30 minutes, ce qui était source d'angoisse. Le plus important pour moi, je pense aussi, c'est l'après. L'après, au décès de notre aidé, on se retrouve seul, on est désespéré et on n'a aucune aide psychologique. C'est toujours compliqué pour les aidants. Des histoires comme Isabelle, j'imagine que vous en entendez beaucoup, Nathalie Piermet-Colombel. Absolument, en fait, pas forcément spécifiquement la même, mais effectivement, l'investissement des familles est très très important, il est très lourd, mais il peut être aussi absent. Ce qui fait qu'une personne va se trouver à son domicile, éventuellement avec son conjoint encore, et donc là, c'est le conjoint qui est l'aidant et qui va subir finalement aussi la problématique de la dépendance. Nos professionnels viennent tous les jours, le matin, le midi, le soir, éventuellement encore une fois dans l'après-midi. On va être sur des accompagnements pour faire avec, parce que c'est important en fait de maintenir une activité. Cette activité maintenue qui va nous permettre chacun d'avancer dans l'âge
Parce que dès qu'on arrête, on s'ankylose. Et là, c'est comme ça que ça peut devenir très compliqué. Et justement, sur cette question de l'aidant, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a un droit au répit aussi. Tout à fait. Qui existe. C'est un droit qui permet aux proches aidants de souffler, d'avoir une aide pour placer la personne aidée en institution un temps limité, de manière à se reposer. Et le but, c'est évidemment que les aidants ne s'épuisent pas, parce que c'est très lourd parfois pour les proches de s'occuper d'une personne dépendante. Et est-ce que les enfants doivent obligatoirement prendre en charge leurs parents lorsqu'ils deviennent dépendants ? Alors effectivement, il y a ce qu'on appelle une obligation alimentaire. L'obligation alimentaire, ça va bien au-delà de la simple alimentation. Ça veut dire qu'on doit pourvoir aux besoins élémentaires de ses ascendants en leur donnant non seulement de quoi se nourrir, mais aussi un toit, des vêtements et les besoins les plus courants. C'est une obligation qui est réciproque. Nos parents doivent s'occuper de nous quand nous sommes petits et nous devons finalement leur rendre l'appareil. Alors souvent, c'est assez méconnu l'étendue de cette obligation alimentaire, parce que c'est à l'égard de l'ensemble des ascendants, donc nos parents, mais aussi nos beaux-parents. Attention, quand on se marie, on crée un lien d'alliance. Donc vous devrez payer les pâtes de votre belle-mère, que vous l'aimiez ou pas. Vous devrez également subvenir aux besoins de vos grands-parents, même si généralement on épargne les petits-enfants quand on peut, mais il y a une obligation. Et puis on doit également subvenir aux besoins de ses ascendants, qu'ils soient légitimes ou adoptifs. Donc attention aussi, quand vous décidez d'être adopté par le mari de votre maman, par exemple, ça aura des conséquences lorsqu'il sera dépendant. Vous aurez une obligation alimentaire à son égard. Et dans quel cas peut-on se soustraire à cette obligation alimentaire dont vous parlez ? Alors, on a deux possibilités. Soit vraiment vous n'avez pas de capacité financière et donc vous justifierez auprès du conseil départemental ou en cas de désaccord auprès du juge aux affaires familiales de votre état d'impécuniosité. Vous êtes au RSA, vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez effectivement pas payer pour vos ascendants. On a également la possibilité de faire valoir ce qu'on appelle l'exception d'indignité, c'est-à-dire mes parents ne se sont pas correctement occupés de moi quand j'étais petit, donc réciproquement, je n'ai pas à subvenir à leurs besoins. C'est le cas des violences subies ou d'un parent qui s'est totalement soustrait à son obligation alimentaire. Là, la difficulté qu'on peut avoir, c'est la difficulté de la preuve, parce que souvent, cette demande, elle arrive quand les parents sont très âgés et les personnes qui ont pu nous connaître dans notre enfance et témoigner sont plus toujours présentes. Donc ce qu'on peut dire, si vous êtes dans cette situation-là, c'est n'attendez pas qu'on vous fasse une demande, anticipez, réunissez des preuves pour vous protéger contre une demande d'obligation alimentaire. Alors il arrive aussi très souvent, on en a eu pas mal de témoignages comme celui-ci, que les aidants n'en peuvent plus, ils envisagent le placement en EHPAD, situation souvent très mal vécue. On parle d'enfermement, de mouroir. Pourquoi l'EHPAD finalement est-il si mal vu, Laurence Régnier ? Alors déjà, je commencerai par peut-être corriger les termes employés. On parle beaucoup effectivement encore de placement en établissement. Ça, je pense que c'est déjà une difficulté, puisqu'on a l'impression que la personne subit en fait son entrée dans une structure. Pourquoi c'est difficile ? Eh bien, c'est déjà en partie parce que la personne finalement considère, se rend compte qu'elle n'est plus tout à fait en capacité de faire un certain nombre de choses. C'est aussi, elle envisage la fin de sa vie, donc c'est forcément des choses qui sont préoccupantes et qui ne sont pas forcément, qu'on ne peut pas prendre à la légère. Pour autant, la vie en EHPAD, c'est vraiment une vie justement, c'est un lieu de vie avant d'être un lieu de soins, et on y fait des activités. On peut s'y faire des relations, une vie sociale, ce qui parfois manque un petit peu au niveau du maintien à domicile, justement. La solitude, le besoin de sécurité sont effectivement des ressorts d'entrée en EHPAD. Et beaucoup de questions également sur le coût financier de la prise en charge, car s'occuper d'une personne en perte d'autonomie, que ce soit en institution ou à domicile, ça coûte très cher. Comment on explique ces prix pour que les gens comprennent ce que ça veut dire vivre en EHPAD, et puis on reviendra tout à l'heure sur l'aide à domicile. Alors, ce que paye le résident, ça concerne tout ce qui est lié à ce qu'on appelle l'hôtellerie, en fait, et la restauration, les services administratifs, l'infrastructure, le chauffage, l'électricité, etc. Le personnel, une partie du personnel, la vie sociale, tout ce qui est lié à l'animation. Tout cela fait partie de ce que doit payer le résident. Ça correspond à peu près à 60% du coût.
Et puis, heureusement, en France, nous avons la solidarité nationale qui permet, enfin départementale et nationale, qui permet aussi de prendre en charge une partie de ce coût qui serait autrement encore plus élevé, sans doute le double de ce qu'il est aujourd'hui pour les résidents, puisque l'assurance maladie prend en charge environ 30% du coût, et puis reste le département aussi qui contribue pour la partie dépendance à hauteur de 10%. Donc en fait, on a un système qui effectivement repose majoritairement sur le résident, mais qui est aussi aidé par la solidarité. Alors Nathalie Permet-Colombel, comment on fait pour solliciter une aide à domicile ? Alors en fait, je dirais que c'est relativement simple. Première démarche, on peut contacter sa mairie. D'accord. Ou le CCAS de la mairie, qui va connaître un petit peu ce qui se passe sur le territoire, son médecin traitant. Si on est adepte du web, on peut taper aide à domicile sur Internet. On va trouver plein de solutions, plein d'offres. Nous, l'ADMR, forcément, nous avens notre site, donc admr35.org, par exemple. Il y a autour de soi beaucoup de possibilités de renseignement. Vous avez aussi les clics, qui sont les centres... J'ai mes notes, mais je ne trouve plus. Les clics, ok. Voilà, le clic. Et puis, vous avez les maisons départementales. Et les gens qui viennent vous voir, en général, ils viennent trop tard, parfois ? Souvent, ils viennent tardivement. Souvent, les enfants, plutôt, viennent pour leurs parents, en fait. Alors, on est dans un discours, maman commence à avoir des difficultés ou papa. Et là, tout de suite, nous, on va être en capacité de les renseigner dans les démarches qui sont à réaliser, de leur proposer ce qu'un service d'aide à domicile peut mettre en place. Forcément, ça passe par un devis et un contrat. Il n'y a pas de ce côté-là. Et quels sont les besoins en général pour lesquels on vous sollicite ? On va avoir des personnes qui ont des difficultés à se lever tout seul, à faire sa toilette, à se préparer à manger. Ou alors, je ne peux plus aller faire mes courses, mais je veux faire mes courses. Donc, on va les accompagner. Et c'est déjà une très belle chose de continuer à faire ses courses. On sort de chez soi, on s'habille, on marche un peu, on va choisir, parce que ça c'est tellement important d'avoir encore cette capacité de choisir, parce que quand on avance dans l'âge, on choisit de moins en moins. Donc voilà, ce sont des choses qui sont des basiques. Vieillir, c'est pas une fatalité, c'est la vie. Donc en fait, anticiper, c'est très important, de commencer à se faire aider quelquefois pour des choses qui sembleraient pas essentielles, mais au bout du compte, ça va permettre de rester chez soi beaucoup plus longtemps. Et autre question qui se pose, accompagner ces personnes dépendantes, comme vous le disiez, ce sont des métiers. Je pense aux aides à domicile, aux aides-soignants. Est-ce qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter, Laurence Régnier ? Oui, tout à fait. C'est un des gros soucis que nous avons depuis quelques années et qui, voilà, le personnel fait défaut. Il y a un manque d'attractivité de ces professions. Pour autant, lorsqu'elles sont choisies, c'est en pleine connaissance de cause et ce sont des métiers qui ont du sens dans la relation humaine. Mais il est vrai que pour le moment, il est très difficile de recruter et qu'il serait vraiment nécessaire déjà de mieux reconnaître ces professions-là à hauteur de ce qu'elles apportent. On a pu en parler au cours de cette crise sanitaire et aussi justement de revaloriser aussi toute l'attractivité, je pense, en faisant valoir justement cette relation humaine au cœur de ce métier. J'imagine que c'est un avis que vous partagez, Nathalie Permet-Colombel. Tout à fait. Les professionnels qui s'orientent sur ces métiers-là sont des personnes passionnées. C'est pas forcément qu'une histoire d'argent. Ah ben non, je pense que... Bien que, malgré tout, c'est une question prégnante. La revalorisation qui est actuellement travaillée est indispensable, je dirais, à la survie. Parce qu'en fait, on est vraiment en situation un peu de survie pour valoriser ces professionnels qui sont indispensables à la vie de notre société. La pyramide des âges nous dit quoi ? Elle nous dit que nous sommes une population vieillissante, nous vivons de plus en plus vieux, nous avons besoin de vivre dignement, et on peut vivre dignement dans une
dans une structure ou chez soi, à domicile. Et tout ça passe par une professionnalisation qualifiée. Et on ne le dira jamais assez, il faut préparer, anticiper la dépendance de nos proches. Et pour cela, il existe un dispositif, maître. Oui, tout à fait. Vous pouvez, quand vous êtes encore en pleine capacité de vos moyens, faire des choix, notamment par ce qu'on appelle le mandat de protection future, qui peut être fait seul, avec un avocat ou avec un notaire, et qui vous permet de désigner la personne qui vous représentera ou qui vous assistera. Vous pouvez faire du sur-mesure lorsque vous n'aurez plus toutes vos capacités, qu'il y aura une altération de vos facultés mentales. Et autre nouveauté, il existe aussi maintenant le congé de proche aidant, pour terminer. Tout à fait. Le congé de proche aidant, c'est un congé qui n'est pas rémunéré, mais qui peut être imposé à l'employeur lorsque vous avez dans vos proches une personne qui a besoin de votre assistance au quotidien. Il est très souple. Il peut être pris pour une durée maximale de 3 mois, mais renouvelable pour une durée totale d'1 an sur toute votre carrière. C'est souple parce que ça peut aussi se transformer en mi-temps si l'employeur est d'accord. Ça peut être pris par demi-journée ou par journée. Ce n'est pas rémunéré, mais en contrepartie, depuis le 30 septembre, pour favoriser ce congé, il y a une allocation journalière proche aidant qui est de 52 € par jour, qui va pouvoir être versée pour une durée maximale de 3 mois. C'est 22 jours par mois, 66 jours maximum. Donc ça aide les personnes qui souhaitent rester à domicile à le faire pour s'occuper de leurs proches. C'est possible pour les salariés, mais aussi pour les personnes qui sont en situation de chômage ou pour les indépendants ou pour les fonctionnaires. Donc c'est très large aujourd'hui. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce dossier du jour. Merci à toutes d'avoir participé à cela. On marque une pause. On part à retrouver Evan. Evan qui passe la matinée ce matin avec les handballeurs de Cesson. Exactement, une fantée avec mon beau maillot. T'as vu, je suis à fond dans l'ambiance. Et puis je suis surtout avec le président du club de handball de Cesson. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous venez de lancer une opération de financement participatif qui s'appelle Sauvons le CRMHB. Ça a le mérite d'être clair, mais je vous laisse nous expliquer un peu le principe de cette campagne. Oui, effectivement, compte tenu du contexte sanitaire qui ne vous a pas échappé, on est en grosse difficulté pour boucler la saison. Avec aujourd'hui plutôt un atterrissage au 30 juin autour de moins 450, moins 500 000 €, donc ce qui est évidemment très, très délicat. On joue à huis clos, on nous avait imposé déjà des jauges réduites au début et maintenant le huis clos, donc c'est pas simple. On a toutes les charges et quasiment plus de recettes. Donc effectivement, on a souhaité lancer cette opération de financement participatif pour être acteur un petit peu de notre destin. Et puis en parallèle, évidemment, essayer d'actionner différents dispositifs, notamment auprès des collectivités. C'est une super idée cadeau d'ailleurs. On vous affiche l'adresse du site internet de cesson-handball.com. N'hésitez pas à aller voir. On va vous présenter un petit peu tous ces packages que vous pouvez acheter. Avant, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus en détail de comment est-ce qu'un club de handball professionnel est financé. Alors écoutez, le modèle économique d'un club comme le nôtre qui affiche un budget originel de fonctionnement autour de 3 millions d'euros, c'est globalement 25% d'aide des collectivités publiques, donc Rennes Métropole, Ville de Cesson, la région Bretagne et le département. Ensuite, un gros volet avec tout ce qui est partenariat privé, les entreprises, pour faire très simple. On avait un budget autour d'1 400 000 €, on va plutôt faire 1 100 000 € compte tenu du contexte là aussi. Donc il y a quand même une petite baisse du sponsoring, mais finalement la casse est limitée, quoi. Ouais, on amortit pas trop mal parce que d'abord on a une vraie très belle fidélité de la part de nos partenaires. On a aussi, Dieu merci, beaucoup de gens qui sont finalement pas trop impactés, même si tout le monde l'est un petit peu, par la crise sanitaire. Et puis après, un troisième volet qui, là, pour le coup, est très infecté, c'est la billetterie, puisqu'on fait traditionnellement entre 450 et 500 000 € de billetterie, grand public et hospitalité entreprise. Et là, on est quasiment à zéro, puisqu'on avait des jauges très réduites au début, et puis le huis clos maintenant. Donc, évidemment, alors justement, grâce à nos téléspectateurs, on va essayer de faire monter un petit peu la jauge, sûrement pas jusqu'à 500 000, mais en tout cas, on va mettre notre pierre à l'édifice. C'est gentil. En vous présentant différents objets que les gens peuvent acheter en soutenant le club. Il y a 5 packages, si je me souviens bien, et je vous laisse nous les présenter. Ouais, très simplement, en fait, on a voulu offrir au plus large des offres de 15 € jusqu'à 500 €. À partir de 15 €, en fait, on rentre dans la communauté des irréductibles, qui est le surnom des handballeurs cessonnais. Oui. Et on aura donc la chance d'avoir son nom inscrit sur un mur dans la Glace Arena qui représentera évidemment toute cette opération. Ça, c'est la classe. Écoute, on espère en tous les cas. Et puis après, on va monter en gamme à partir de 50 €. Voilà, on a le t-shirt des supporters avec ce petit logo qu'on a créé pour l'occasion. T-shirt officiel, ouais, ça c'est... Voilà, absolument. Après, à partir de 150 €, on y ajoute le livre sur la belle histoire du Cesson Rennes Métropole Handball. Alors, c'est une opération qu'on avait lancée en juin dernier. C'est le même auteur que le livre sur le Stade Rennais Football Club, du reste, Julien Bouguera. Et c'est un livre plutôt sympa, qui retrace l'histoire des 10 dernières années du Cesson Rennes Métropole au très haut niveau.
On a jusqu'à quand pour pouvoir participer à cette cagnotte, justement, à ce financement participatif? En fait, la seule limite qu'on s'est fixée, c'est le 30 juin 2021, parce que c'est la date de la clôture de l'exercice. Et puis ça permet effectivement aux gens d'y aller un petit peu aussi en douceur. Et ça marche plutôt pas mal. Bon, et puis vous pouvez aussi avoir ce magnifique maillot, sublimement porté ce matin par votre fidèle serviteur, et aussi une fan expérience pour passer la journée ou un match avec les joueurs. Oui, effectivement, c'est dans le pack ultime. À 500 €. On fera compte sur vous, en tout cas. On fait vivre l'expérience intérieure VIP. Voilà, on compte sur vous pour soutenir le club de handball de Cesson. Puis on se retrouve tout à l'heure parce que l'entraînement continue. Et Nfanté, je vais essayer de négocier pour toi un maillot parce que je sais que tu es fan de l'équipe. Et toi, tu vas travailler un peu le cardio, hein, c'est ça? Allez, je m'entraîne déjà. Ça marche, à tout à l'heure, Evan. On parle maintenant emploi. Vous le savez, c'est l'une de nos priorités émission d'Ensemble C'est Mieux. On vous présente chaque matin les métiers qui recrutent. Voici le portrait de Richard. Il est électricien. Du coup, il faut faire ça avec cela là. Ouais. Mais la première, elle va être dans le vide. Ah oui. Ouais. Donc, on est obligé de faire les deux. Je m'appelle Richard Dutta, j'ai 30 ans. Je suis technicien d'intervention polyvalent depuis 1 an. Je suis venu à l'électricité car c'est un besoin au quotidien des gens, pouvoir rentrer chez soi, allumer la lumière, pouvoir se faire chauffer, à manger et pouvoir avoir chaud chez soi. J'ai les gants isolants pour éviter justement d'être électrisé. Donc on a ces gants-là et après les surgants. Hop, ceux-là qu'on met par-dessus. Pour éviter ça, par contre, c'est le risque des courts-circuits. On se rend pas compte des risques que l'électricité peut produire. Donc là, en fait, on va travailler sous tension. Donc là, je suis obligé d'avoir la visière qui est anti-UV, les gants pour éviter l'électrisation et les risques de court-circuit. Puis l'électricité n'a pas d'odeur et ne se voit pas forcément, il ne s'entend pas forcément. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de bruit ou pas d'odeur ou qu'on ne voit rien qu'il n'y a aucun risque. Moi je préfère ce que nous on appelle vulgairement les liaisons B, c'est ramener l'électricité d'un coffret à l'extérieur à l'habitat à l'intérieur de l'habitat de la maison, parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant et puis au moins derrière on satisfait un besoin d'une personne. C'est bon, je l'ai. Ouais. Les meilleures qualités pour être un électricien, ce serait d'être rigoureux, attentionné, organisé. Là, du coup, on va raccorder avec l'alimentation qui vient de l'extérieur, on va alimenter le compteur. Les plus grosses contraintes, c'est le risque électrique. Il faut toujours faire attention. L'autre contrainte que je peux rencontrer aussi, c'est les contraintes météorologiques, quand il pleut, quand il fait froid. Et après, au jour d'aujourd'hui, avec la Covid, c'est pas toujours évident d'avoir le côté relationnel ou autre. Tac. En gros, là, on va programmer le compteur via la tablette et ce petit appareil à la puissance demandée par le client via son fournisseur. Quand je rentre chez moi, oui, j'ai un sentiment d'utilité parce qu'en général, nos clients sont toujours satisfaits. Donc, quelque part, oui, c'est gratifiant de servir quelque chose qu'attend une personne. Et pour aller plus loin, nous sommes avec Muriel Devague. Bonjour Muriel. Bonjour. Vous êtes conseillère Pôle emploi à Quimper. Alors l'électricien est un métier indispensable dans le monde du bâtiment et il intervient partout, Muriel. Oui, dans tout type de bâtiment, que ce soit chez des particuliers, en entreprise, en industrie. C'est un ouvrier polyvalent et très important. Est-il nécessaire d'avoir le bac pour pratiquer ce métier, Muriel ? Pas forcément. Pas nécessaire d'avoir le bac. Pour la formation initiale, on va du CAP au bac plus 2, des métiers de l'électricité et de ces environnements connectés. Concernant les reconversions, les candidats peuvent prétendre à des titres professionnels, pareil, en partant du CAP, bac pro, bac plus 2 également. Pour cela, il faudra mobiliser son compte personnel de formation. Alors Richard le disait tout à l'heure, il faut être rigoureux, attentionné, organisé, mais pas que, il y a d'autres qualités humaines requises. Tout à fait. Une bonne condition physique, on voit qu'il faut être en pleine forme,
en pleine possession de ses capacités. J'ai envie de rajouter, pour compléter le portrait de Richard, qu'il faut avoir également une bonne connaissance du bâtiment, du secteur du bâtiment, et puis une bonne lecture de plan également. Et il faut savoir que c'est un métier qui recrute énormément en Bretagne. Oui, beaucoup d'offres aujourd'hui sur pôle emploi.fr, 1000 offres d'électriciens sur la Bretagne uniquement, donc c'est un secteur en grande difficulté. Et quels sont les salaires dans la profession et les perspectives de carrière ? Alors, pour un électricien salarié, le salaire varie entre 1 300 et 1 800 euros bruts. Bien sûr, on peut devenir entrepreneur et de ce fait, le salaire augmente considérablement. Mais pour ça, il faut aussi de la pratique. On ne peut pas se lancer directement dans l'artisanat. J'imagine. Merci beaucoup, Muriel, pour tous vos conseils emploi. On passe à notre volet solidarité et valeurs qui continue à faire ses preuves en ces temps troublés. Chaque jour, une idée pour s'engager sur le territoire breton. Je vous laisse regarder. Internet, ça peut vraiment être dangereux pour les jeunes. Oui, on devrait faire quelque chose. Insultes, rumeurs mensongères, diffusion de photos intimes, chantage, incitation au suicide, piratage de comptes. Aujourd'hui, 3 jeunes sur 10 seraient victimes de cyberharcèlement. Chaque année, au moins 3 mineurs sont ainsi poussés au suicide. Pour lutter contre ce fléau, des associations comme Marion la main tendue, Respect Zone ou e-enfance proposent des conférences-débats pour informer élèves, parents et professionnels de l'éducation. Des formations sont également disponibles pour prévenir et agir face à cette cyberviolence. Et pour mener ce combat, il y a besoin de bénévoles. Mathilde, 26 ans, est intervenante depuis novembre au sein de l'association e-enfance, association partenaire du ministère de l'Éducation nationale. Ce que je fais quotidiennement, c'est d'intervenir dans les établissements scolaires du CE2 jusqu'au lycée afin de faire de la prévention sur les usages numériques et sur les dangers liés à Internet. Ce que j'aime tout particulièrement, c'est de pouvoir être en contact directement avec les jeunes, de pouvoir les aider et les accompagner dans leurs pratiques afin qu'ils puissent surfer sur Internet en toute sécurité. Moi, j'ai été aussi victime de cyberharcèlement et j'ai vraiment à cœur de transmettre mon expérience afin d'aider plus d'un. Être bénévole pour lutter contre le cyberharcèlement, c'est permettre aux jeunes de profiter d'Internet en toute sécurité. Et justement, une association bretonne se penche sur la question Children's Souls 35. Je l'ai bien dit cette fois-ci, association que vous avez créée, Morgane Bardou-Boutillier, avec 2 amis, c'est ça ? C'est ça. Alors, Children's Souls, ça veut dire l'âme des enfants. Pourquoi cette cause vous touche particulièrement ? Eh bien, par le passé, avant cette association, j'en avais une autre qui était ciblée pour faire des balades à moto pour des enfants malades. Où j'ai eu la chance d'être 2 années, donc ça s'est terminé pour diverses raisons, et donc j'ai voulu créer mon association, mais une association plus large, donc qui cible sur le harcèlement, donc toute forme de harcèlement, et qui aide aussi pour les enfants malades et en difficulté. Et pourquoi vous êtes-vous penché sur cette thématique précisément ? Parce que c'est un fléau qui grossit de plus en plus de jour en jour, et qui est plus lourd, je pense. Il y en a toujours eu, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus appuyé, notamment par rapport au téléphone portable. Et ça vous a touché particulièrement, cette question du harcèlement dans votre vie ? Tout à fait, parce que j'en ai moi-même subi en étant au collège. Mes enfants en ont subi aussi, des amis, enfin voilà, énormément de gens. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Tout à fait. Alors comment vous accompagnez les personnes qui viennent vous voir et qui vous disent voilà, je suis harcelée à l'école ou j'ai été victime d'un harcèlement en ligne ? Eh ben, moi, je les accueille personnellement dans mon lieu à moi, qui est un petit peu externe au leur. Après, c'est variant, en fait. C'est eux qui viennent à nous. Après, Ils ont besoin d'écoute, j'imagine. Et est-ce que vous mettez en place des stratégies, soit pour contourner ou affronter ce problème-là ? Le but, c'est de les laisser parler, en fait, de vider un peu leur sac sur ce qu'ils vivent au quotidien. Après, c'est vraiment du cas par cas, en fait. C'est différent d'un enfant à un autre, et par rapport à leur vie aussi à la maison et à l'école.
Et quels sont les signes qui doivent alerter les parents, que ce soit pour le harcèlement en ligne ou à l'école? Qu'est-ce qu'il faut qu'on essaye de voir chez nos enfants quand on suspecte, par exemple Ça va être un changement de comportement, et ou à la maison et à l'école. Ça va être un repli de l'enfant sur soi-même. Ça va être un échec scolaire, des insomnies. C'est un changement radical de son enfant, en fait. Et l'école a sa part à jouer, l'éducation nationale a sa part à jouer pour lutter contre ce harcèlement? Bien sûr. Après, il y a des choses déjà qui ont déjà été mises en place. Nous avons les numéros verts ou des spots de sensibilisation, mais pour ma part, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'emparer vraiment de cette question-là? Avancer beaucoup plus les sensibilisations. Effectivement, des associations comme la mienne, il faudrait qu'il y en ait aussi plus, parce que après, voilà, ça reste le milieu associatif et c'est très compliqué parce que c'est... Voilà, ça demande beaucoup aussi d'énergie, de temps et c'est toujours des buts caritatifs de toute façon. Donc voilà. Après, c'est le gros point difficulté pour les assos, c'est qu'on a très très peu de moyens. Vous faites ça en plus à côté de votre travail, j'imagine? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous avez imaginé comme action pour sensibiliser sur cette question? J'imagine que le Covid bouscule un peu les choses. Totalement. Du coup, c'est l'association a moins de 2 ans, donc on est tombé vraiment dans les mauvais clous. Moi, j'aimerais vraiment aller au cœur des écoles, donc toute école. Donc, on avait beaucoup de dates de prévues, malheureusement, donc justement avec le virus, tout a été annulé. Mais toutes les écoles, donc ça va être primaire, collège, lycée, et d'aller vraiment au cœur et de faire de la sensibilisation, de la prévention, aussi accompagner des forces de l'ordre pour évoquer les risques encourus pour les harceleurs, ce qui est important aussi, parce que même en tant que mineur, voilà, des gros harcèlements, voilà. Maître, je sais que c'est pas votre spécialité, mais il faut quand même dire que c'est condamnable par la loi. Oui, tout à fait. Au sein du groupe de défense des mineurs à Rennes, dont je fais partie, on est régulièrement amené à assister des mineurs qui sont convoqués devant le juge des enfants pour ce type de faits et qui sont sanctionnés. Et quelles sont les peines encourues? Vous avez une idée? Alors, c'est en fonction de l'âge, puisque pour les mineurs de moins de 13 ans, on va être sur des mesures éducatives. Et ensuite, on va enchaîner sur des peines selon la gravité, selon aussi le contexte du jeune, s'il a fait amende honorable depuis, ou si, au contraire, il s'est ancré dans la délinquance. La réaction judiciaire sera beaucoup plus ferme dans cette hypothèse. Et il y a de plus en plus d'affaires comme ça? Oui, notamment via Facebook, qui est un média qui est très utilisé pour non seulement harceler, mais parfois menacer, ce qui est évidemment réprimé sévèrement par la loi pénale. J'imagine que c'est des choses que vous voulez dire aussi aux jeunes, que c'est condamnable. Tout à fait, oui. Tout à fait. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles pour terminer? Alors toujours, on est très peu dans l'association, mais après il y a les membres du bureau qui sont, voilà, on a des bénévoles. Vous êtes le trio, en tant qu'événement, parce qu'on fait aussi des événements musique par exemple, où on essaie de récolter des fonds, voilà, comme on peut aussi. Mais oui, évidemment. Où est-ce qu'on peut vous contacter pour finir? On est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, d'accord, sur Facebook notamment. Sinon, moi, pour l'instant, on n'a pas de téléphone de l'association, c'est moi qui reçoit tous les appels en fait. Voilà. Merci beaucoup Morgane d'être venue nous présenter votre initiative. Allez, on part retrouver Evan qui partage un moment ce matin avec l'équipe d'handball de Cesson. On veut te voir jouer, Evan. Oui, ça y est, j'ai réussi. Enfin. Dire que j'avais eu 8 sur 20 à mon bac de sport, j'ai réussi à rattraper la balle. Faut dire qu'elle est collante. Bonjour Mehdi. Bonjour. Alors tu es l'entraîneur adjoint du CRMHB, donc le club de handball de Cesson-Sévigné. Avant de discuter un peu de ce que tu fais ici, j'aimerais quand même qu'on parle de cette salle, la Glaze Arena. Elle est incroyable cette salle, c'est un bel outil pour vous. Oui, c'est un très bel outil. Il existe depuis 3 ans, c'est tout neuf. C'est avec le groupe Legendre qui nous a permis d'avoir sur Cesson une salle digne des salles de Star League. Et c'est surtout avec laquelle on peut se projeter à long terme. Alors ici on est dans une salle annexe puisque la grande salle où normalement les matchs ont lieu, elle est actuellement occupée pour des concours administratifs. Justement, là où le fait de faire des matchs sans public, est-ce que ça impacte un peu la performance de l'équipe ? Je dirais pas la performance, mais l'état d'esprit, je pense, n'est pas le même. Quand on fait un match avec du public, on est un petit peu émoussé par tout l'environnement. On est dans une stratégie aussi de se dépasser.
Et surtout, le public est là pour nous encourager, pour avancer. Mais c'est vrai que sans public, ça fait beaucoup une sensation de match amicaux, quoi. Et c'est vrai qu'avec le public, c'était autre chose. Voilà. Est-ce que vous créez une bulle sanitaire un petit peu comme quand il y a l'élection de Miss France avant chaque match? Non, on a un protocole à suivre. On a des tests PCR en début de semaine. Il faut faire les tests PCR. Ensuite, on va dire qu'ils sont envoyés à l'équipe adverse. Ensuite, sur l'accueil du match à huis clos, on a une jauge de 80 personnes, avec les joueurs compris, qui sont sur la salle, quoi. Là, ils sont en pause, c'est violent, non? Il y en a un qui est tombé, je crois. Oui, c'est la défense, hein. On fait un travail de défense. Alors, ils sont bien entraînés pour le coup. Alors, on va au charbon. Alors, tu es aussi directeur du centre de formation, parce que ici, vous formez les futurs joueurs de handball. Qui peut postuler justement pour intégrer cette école? Le centre de formation, déjà, il faut le mettre dans le contexte. Il est dans la partie supérieure de ce qu'on appelle du parcours d'excellence sportive. Ce qui veut dire qu'il est de 17 à 22 ans. On peut accepter des mineurs. Par contre, il faut un tutorat. Maintenant, toute la filière, elle commence quand même en section sportive à 13 ans. Ah ouais. Et ensuite, on a le pôle espoir qui est de 15 ans à 18 ans. Et ensuite, on a le centre de formation qui part de 17-18 ans jusqu'à 22 ans. À 13 ans, comment est-ce qu'on conjugue les entraînements avec l'école? On a des aménagements horaires. On a des aménagements horaires pour les collégiens. La section sportive, c'est au collège Bourg-Chevreuil. Et cet aménagement horaire leur permet de s'entraîner au moins 4 fois par semaine. Et il y a des débouchés. Est-ce que des joueurs de l'équipe professionnelle sont issus de ce centre de formation? Du centre de formation, oui. On en a ici dans la salle déjà au moins 5, j'en vois, qui sont issus de la formation cessonnaise. Ouais. Ouais, est-ce que moi je pourrais postuler? Un petit peu trop tard. Ah bah oui, non, ce n'est plus généralement on commence plus tôt. Voilà, et un petit peu trop tard. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mehdi, puis merci à toute l'équipe de nous avoir accueillis ce matin dans l'entraînement, et puis j'espère que vous allez pouvoir reprendre les matchs très bientôt en public. Oui, on espère aussi. Là. On espère, merci. Au revoir. Et puis tout cet entraînement, moi, ça m'a donné terriblement faim. Je pense que c'est l'heure de la petite pause bien méritée. Une crêpe dentelle bretonne. Oh mais tiens, vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, on va se retrouver demain et je vais vous emmener découvrir l'usine où on fabrique ces crêpes dentelles. Elle est pas belle la vie? Mais toi, tu n'as pas compris le concept du sport. Hein. C'est censé faire perdre des calories. Et nous, on a accumulé juste après ta séance. Je suis avec vous, les gars. Allez, à tout à l'heure. À demain plutôt, Evan. À demain, Infanté. Merci, Evan. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Refaire sa vie à tout âge, ce sera notre dossier demain dans Ensemble, c'est mieux. Plein de témoignages et de belles histoires à découvrir. En attendant, je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. À demain. Merci, au revoir.